un vendredi après-midi, alors que pour certains, il y a des congés. Donc, d'ores et déjà, comme vous le voyez, vous avez sur votre écran un petit pavé qui vous mentionne que cette réunion est enregistrée. Alors, l'objectif, c'est cette visio est susceptible d'être mise en ligne sur la chaîne YouTube de la CEPAM, en sachant qu'on a enregistré les trois. On ne sait pas encore laquelle on va mettre en ligne. On va peut-être pas mettre les trois, mais c'est surtout l'intérêt, c'est pour ceux, et même pour vous, pour diffuser à vos équipes. On va vous envoyer à tous le lien du replay. D'accord. Et comme ça, vous pouvez, ça peut peut-être vous dispenser éventuellement de restituer vous-même. Enfin, ça peut être un outil comme un autre de diffusion. Donc ça, c'était la première chose. Donc, comme je l'ai dit, je suis Christine Gauthier, adjointe à la direction régulation et relations avec les professionnels de santé. Et donc, je suis accompagnée de Sébastien Roux, qui n'est pas à l'écran, mais qui va apparaître avec son casque et qui qui va co-présenter avec moi cette réunion. Dans un premier temps, je vais vous exposer les modalités de mise en œuvre de la campagne, et notamment les dispositions tarifaires, parce que elles sont importantes et c'est normal. On laissera le temps à une phase de questions-réponses entre vous et nous, mais aussi entre vous des fois. Et puis, ensuite, Sébastien présentera le système d'information vaccin Covid, que certains d'entre vous connaissent, mais enfin, il est toujours utile d'en avoir une présentation. Et puis, certains d'entre vous n'avaient peut-être pas encore eu à l'utiliser. Donc, on va, on va passer à la présentation. Donc, alors, pour rappel, donc nous sommes dans le cadre de la campagne de déclinaison de la vaccination en ville. Cette vaccination en ville va être réalisée avec le vaccin AstraZeneca, qui a eu une autorisation de mise sur le marché sur le marché européen le 29 juillet. Un avis HAS du 2 février a recommandé que ce vaccin soit utilisé pour les patients âgés de moins de 65 ans. Ça veut dire que la campagne actuelle à laquelle vous êtes invité à participer et à contribuer, et on l'espère activement, vise deux populations à ce stade, donc des moins de 65 ans, les priorités ayant été données dans un premier temps, mais c'est un peu factice parce qu'on a donné comme top départ le 6 février, mais on sait que tout n'est pas fini pour cette catégorie de personnes. Donc, il y a tous les personnels soignants, pompiers, aides à domicile, transporteurs, qui ont moins de 65 ans. Alors, on reviendra après, mais si vous voulez des précisions sur les catégories professionnelles, il y a un MIN Santé qu'on vous joindra, le MIN Santé 30, qui a bien reprécisé les catégories, ce que recouvre la définition personnel soignant. Donc, on peut rappeler aussi que l'autre cible donc, de la campagne, ce sont bien sûr les personnes, ça c'est depuis aujourd'hui, depuis hier plus exactement, toutes les personnes de 50 à 64 ans inclus, qui présentent une ou plusieurs comorbidités dûment identifiées par l'HAS. Alors, Sébastien, peut-être aller un peu vite, c'est dans la slide précédente que vous avez le pavé avec ces comorbidités identifiées par l'HAS, mais on y reviendra plus tard. Merci Sébastien, excuse-moi. Donc, on va passer à la slide suivante. Pourquoi l'AstraZeneca permet l'extension de la campagne dans les cabinets de ville et dans toutes les structures d'exercice regroupées, centres de santé, MSP? C'est parce que les conditions de conservation s'y prêtent, puisque c'est une conservation qui doit se Est-ce situer qu'on a entre 2 à organisé 8 une degrés. réunion avec l'AstraZeneca déjà ici?
Et puis, 3 ans, obèse, hypertendu, avec un petit infarctus. Je réserve ici. Bravo, merci. et donc, on va repasser. Oui, voilà. Oui, Et donc, on va vous présenter le circuit d'approvisionnement des est-ce que vous qui pouvez est prendre ces coordonnées? Je les rappellerai après, parce que je suis en webinaire. On va peut-être Merci. couper les micros le temps que je présente. C'est ça vous. Oui. Donc, le circuit d'approvisionnement qui passe par les pharmacies d'officine. On vous rappelle également qu'il y a un portfolio de la vaccination AstraZeneca qui a été élaboré à destination des médecins qui exercent en structure d'exercice regroupé. Il est disponible sur le site du ministère. Mais si vous avez du mal à vous le procurer, on pourra vous mettre le lien quand on vous enverra le diaporama. Et donc, la campagne a démarré en ville depuis le 25 février. On va passer à la slide suivante pour d'abord vous donner très rapidement quelques chiffres qui sont assez édifiants. Donc, c'est les chiffres actualisés au 26 février. Et donc, vous voyez les données concernant notamment Paris. Donc, avec actuellement 147 525 injections, qui sont donc des injections Pfizer, Moderna. Et on voit ainsi que il n'y a que 2,3% de la population parisienne actuellement qui est couverte, donc ce qui explique toutes les actions qui sont en train de se développer dans les centres de vaccination, notamment le développement de l'allée vert. Et puis surtout, on escompte et on a eu confirmation ce midi que les dotations pour les semaines prochaines pour ces centres qui vaccinent les plus de 75 ans devrait être nettement plus conséquente, ce qui est tout à fait souhaitable pour atteindre un taux de couverture vaccinale plus important. Donc, à Paris, il y a 20 centres de vaccination ambulatoires, bientôt un 21e avec le centre de vaccination AMLO, qui est le centre de la CEPAM de Paris, qui fait des examens de santé habituellement et qui va être dédié à la vaccination des publics éligibles précaires, notamment les bénéficiaires C2S et les AME, et on aura une focale plus particulière sur les patients sans médecin traitant, en partenariat avec les autres centres de vaccination ambulatoire, bien évidemment. L'approvisionnement, donc il a été décrit par le DGS urgent qui a été diffusé à l'ensemble des professionnels le 12 février dernier. Et tout le dispositif repose sur un appairage entre un pharmacien et le médecin, un médecin libéral en cabinet ou une structure d'exercice regroupé, les médecins d'une structure d'exercice regroupé. On va revenir plus en détail sur les 3 étapes qui sont à suivre chaque semaine pour la commande des flacons. Donc, avec l'étape 1, rapprochement entre les médecins et l'officine, la préparation des rendez-vous et la récupération. Donc, on va passer à la slide suivante, l'étape 1. Donc, entre le lundi et le mercredi, chaque médecin du centre, mais on va y venir, il y a une possibilité de commande regroupée pour les structures de votre type, se rapproche de l'officine de son choix et lui fait part de son souhait de commander des doses de vaccin AstraZeneca. Le pharmacien, dans ce cas, va procéder à l'enregistrement, ça c'est pour la première fois, pour chaque médecin avec le nom et le numéro RPPS. Donc c'est vrai que pour un centre de santé qui a beaucoup de médecins, l'opération peut être un peu fastidieuse, mais cet enregistrement et cet appairage n'aura lieu qu'une fois en fait, parce que par contre, quand vous êtes en partenariat avec une officine, vous y restez.
Hein, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Hein. On en a eu des exemples par des médecins lors de notre campagne vers les médecins généralistes. Donc, le pharmacien a identifié le professionnel de santé dans l'outil déclaration pharmacie et c'est là qu'il va valider la commande et les doses pourront être récupérées la semaine prochaine, en début de semaine suivante. Donc, le portail est réactivé chaque semaine, du lundi au mercredi, pour procéder à l'attribution pour procéder aux nouvelles commandes pour la semaine suivante. Donc, pas d'affolement si certains d'entre vous n'ont pas procédé à cette opération. Chaque semaine, la machine se remet en route. Et donc, si vous avez éventuellement raté, entre guillemets, l'échéance du 17 février et l'échéance du 23 février, ben, ce n'est que partie remise. Vous avez jusqu'à mercredi prochain pour faire le nécessaire. Donc, ça, c'était en bas de page un rappel. La première semaine, les médecins avaient chacun une dose, un seul flacon. Dans les semaines qui suivent, on est plutôt sur 2 à 3 flacons au maximum. Mais je pense là aussi que tout peut toujours évoluer et évoluer bien sûr à la hausse. Ça, c'était la partie approvisionnement. Alors, concomitamment à cette étape, en fait, elles sont à mener dans un même temps, bien sûr, puisqu'il faut anticiper toute l'organisation qui est à mettre en place, même si on peut considérer que les centres de santé sont en général très bien configurés pour mener ce genre d'opération en termes de locaux, hein, s'entend. Donc, il y a 2 options qui sont possibles. Le médecin va retirer les flacons et dans les 6 heures qui suivent le retrait, il y a l'organisation de la vaccination proprement dite. Et là, sachant que chaque flacon contient 10 doses de vaccin, il leur a été nécessaire de préparer et de planifier 10 rendez-vous de vaccination avec donc 10 patients. On va revenir sur comment vous les trouvez. On conseille bien évidemment fortement de prévoir ces séances plutôt le matin, de manière à ce que, en cas de rendez-vous non honoré, malheureusement ça existe, ou de contre-indication temporaire, quelqu'un qui aurait le Covid ou autre problématique de santé qui serait incompatible médicalement, s'entend. Hein. Donc, il faut que vous ayez par devers vous une liste d'attente de manière à ce qu'on ne perde pas de dose. Chaque dose compte encore pour l'instant en l'état actuel des dotations qui nous sont allouées, bien évidemment. Donc, il faut absolument optimiser. Donc, dans ce cas, dans ce scénario, cette option 1, après le retrait donc, du flacon, il y a 6 heures à température ambiante, c'est-à-dire jusqu'à 30 degrés, ce qui est quand même pas la température qui va le plus certainement arriver dans nos contrées par les temps qui courent, mais donc température ambiante au sens très large du terme, et donc là, la vaccination doit s'effectuer sans coup férir, on va dire. L'autre option, c'est une organisation de la vaccination sur 48 heures après l'ouverture du flacon, c'est-à-dire après le premier prélèvement. Et là, ça suppose certains prérequis. En premier lieu, il faut avoir un réfrigérateur qualifié et contrôlé à +2 et +8 degrés. Et là, vous allez pouvoir programmer les 10 rendez-vous sur 48 heures, ce qui est une souplesse, effectivement. Alors, on peut peut-être penser que dans les centres de santé, mais chaque centre de santé est particulier, hein, je ne peux pas m'avancer pour vous. Vous avez peut-être déjà ce genre d'équipement.
En tout cas, vous avez sans aucun doute un réfrigérateur. Alors après, il faut voir s'il correspond à ces critères. Et bien évidemment, c'est un réfrigérateur exclusivement réservé au stockage des médicaments. Donc ça, c'est déjà le cas hein, dans vos entités. En principe, ceux qui ont des réfrigérateurs en ont un dédié pour ce faire. Et le flacon doit être placé au réfrigérateur entre chaque vaccination. Alors, toujours dans mes étapes, j'en arrive à l'étape 3, qui est la récupération du vaccin dans l'officine, auprès de l'officine. Donc, chaque semaine, les pharmaciens recevront par leur grossiste-répartiteur les dotations. Et là, les médecins pourront aller les retirer. Alors, bien évidemment, comme vous avez un appairage avec cette officine, elle ne va pas exiger que ce soit les médecins du centre un par un qui viennent les chercher. Hein. Ça peut être un représentant du centre. De même que quand vous vous déclarez auprès du centre, ça peut être un responsable du centre qui vient avec les documents concernant, c'est-à-dire les noms et RPPS des X médecins de la structure. Hein. Ce qui est important à noter dans ce qui vous est remis, c'est qu'il y a des aiguilles et des seringues et qu'elles sont fournies gratuitement avec les flacons. Ça paraît un détail, mais ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres actions. Donc, je le précise, et c'est gratuit parce que c'est le stock État. Le vaccin se transporte en boîte isotherme entre 2 et 8 degrés, donc toujours, comme on nous précise que c'est comme tout vaccin. Et point important sur lequel on insiste les pharmaciens, en tout cas quand j'ai suivi certains webinaires, c'est le maintien de la position verticale et surtout éviter de secouer et d'exposer à la lumière. Alors, le transport et la conservation, dès lors que vous récupérez les doses, sont sous la responsabilité de celui qui vient les chercher. Hein. Donc, bon, ça va de soi, mais il est important de le signaler, puisque dans tout type de campagne de ce type, de ce genre, il peut y avoir des problèmes de responsabilité qui soient un jour mis en jeu. Donc, il est important de donner la règle du jeu dès le début. À noter que très prochainement, devra être mis en place un dispositif avec des containers de transport consignés qui permettraient donc plus aisément ce serait plus simple pour récupérer les flacons parce que pour certains centres, ça peut faire quand même plusieurs flacons hein, à transporter. Et puis, donc, ce serait dans un matériel qui serait tout à fait adapté. Alors, on va venir maintenant à l'organisation parce que c'est un point crucial pour les médecins de ville, mais pour vous aussi. Donc, je rappelle que les publics qui sont à prioriser sont donc les patients âgés de 50 à 64 ans inclus, qui présentent une ou plusieurs comorbidités. Donc, vous avez la liste, obésité, BPCO, insuffisance respiratoire, hypertension, insuffisance cardiaque, diabète de type 1 et 2, insuffisance rénale chronique, cancer, maladie hématologique maligne et active de moins de 3 ans et les transportations d'organes solides. J'insiste bien évidemment sur le fait qu'il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, les professionnels de santé du secteur médico-social âgés de moins de 65 ans. Donc, à l'exception du personnel des EHPAD qui lui, doit être, et des personnes considérées vulnérables à très haut risque, qui, eux, relèvent toujours du Pfizer ou du Moderna, donc des centres de vaccination ambulatoires. Donc ça, c'est important à souligner parce que lors des précédentes séances, on a vu que certains disaient avoir du mal des fois à constituer, parce qu'il faut convaincre aussi les patients, on y reviendra, à constituer des groupes de 10 ou avoir des listes d'attente. Et ça veut dire qu'il faut chercher aussi dans votre patientèle ce type de profil. Si vous l'avez, les aides à domicile, etc.,
donc, sont aussi à prendre en considération. Donc, je reprécise bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, que il faut éviter de jeter des doses et donc avoir constitué cette fameuse liste qui vous permettra de traiter les situations de rendez-vous non honorés. Après chaque vaccination, donc, mais ça c'est assez classique pour certains d'entre vous, il est recommandé de placer le patient 15 minutes sous surveillance afin de détecter la survenue d'une réaction anaphylactique consécutive à l'administration du vaccin. Ça veut dire bien évidemment que vous devez avoir par devers vous, puisqu'on a eu déjà les questions, l'équipement médical ad hoc, adrénaline, etc. Enfin, il faut qu'il y ait, de toute façon, cette vaccination s'effectue sous la responsabilité des médecins. Donc, déjà, les compétences sont disponibles sur place, mais il faut éventuellement les produits type adrénaline. Enfin, pour conclure cette partie organisationnelle, la facturation. Donc, on distingue deux éléments. La consultation prévaccinale avec ou sans injection, c'est important. Alors, cette consultation, elle est cotée par le médecin 25 € avec le code VAC. Elle est prise en charge automatiquement à 100%, sans qu'il soit besoin de mentionner le code ExoDIF 3. Il peut y avoir des majorations de dimanche et jours fériés si vous ouvrez plus largement des créneaux de rendez-vous, mais pas de majoration de nuit par contre. Et de même, il peut y avoir aussi la majoration de déplacement. Quand il y a des majorations, là, il faudra par contre mentionner le code ExoDIF 3. Ça, c'est la consultation prévaccinale, donc avec ou sans injection. Il a passé en janvier. Il va y avoir aussi, lorsqu'il y a saisie dans le système d'information vaccin Covid, il va y avoir l'attribution, entre guillemets, d'un forfait de 5,40 €. Alors, ce forfait de 5,40 €, il est payé de façon automatique à l'issue d'un traitement qui est fait par la Caisse nationale. Et ce forfait va être réglé sur le compte, entre guillemets, et avec le numéro finesse du centre de santé. Donc, je réponds par avance à une de vos questions qui ne devrait pas manquer d'apparaître. Ça veut dire que on ne va pas pouvoir, vous ne pourrez pas dans les retours qui vont vous être faits par l'assurance maladie, vous aurez un total du nombre de forfaits, mais on ne pourra pas vous dire c'est tel ou tel praticien, hein, puisque c'est avec le numéro de finesse que toute l'activité est réalisée. Ça peut vouloir dire pour vous, selon votre mode de fonctionnement interne, dont je ne me mêle pas, bien sûr, que vous pouvez être amené à tenir des statistiques ou faire tenir des statistiques par les médecins et ou infirmiers pour savoir s'il y a des mécanismes de rétrocession, que sais-je. Ça, c'était un point important parce que c'est un point qui est très fréquemment évoqué. Alors après, il y a bien sûr l'injection seule, sans consultation associée. Et là, il y a deux tarifs, 9,60 € quand c'est le médecin, et c'est le code ING qui doit être appliqué. C'est applicable en cas de première ou de seconde injection. Et 6,30 € pour l'infirmier, et là, c'est le code ING. Et donc, chaque saisie, donc je souligne que les infirmières peuvent saisir dans le SI vaccin Covid, mais là encore, comme elles sont salariées du centre de santé, elles vont mentionner le numéro finesse du centre de santé, et donc c'est sur ce numéro et sur le compte du centre de santé que vont apparaître les forfaits. Et autre précision pour finir sur ces forfaits, donc nous, comme le traitement est fait au national,
et qu'il nous arrive avec des données concaténées, comme on dit, nous ne pourrons pas vous donner de détails plus fins. Sont présents à cette réunion Marie-Laurence Dos Santos et Alexandre Bert-Varlez parce que la facturation, vous allez pouvoir l'établir dans les conditions habituelles en télétransmission, ces aides vitales. Et bien sûr, pour toute question qui serait liée à la facturation, vous pouvez les contacter, vous les connaissez déjà, on vous a remis l'adresse, bien évidemment, du département établissement de santé, qui est une adresse dédiée pour les centres de santé. Alors, j'imagine qu'à ce stade, au fait d'interruption, vous avez peut-être des questions. J'en profite pour dire bonjour à ceux que je n'avais pas vus arriver. Madame Caron, je vois un médecin qui n'est pas identifié, mais donc bienvenue. Donc, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Juste, ouais. Alors, docteur Lichtenberger. Oui, merci. Juste une petite question. Est-ce que j'ai bien compris que le code VAC n'était pas nominal par rapport au médecin? J'ai compris pour le forfait et le reste, mais le code VAC aussi? Ben, le code VAC, il est effectivement, le médecin va, là en l'occurrence, il est en situation de salariat, et donc c'est le numéro de finesse du centre qui va être mentionné. Ok, merci. Comme votre facturation habituelle. Monsieur Cabref, docteur Cabref, vous mettez le micro. Oui, je voudrais juste vous préciser. En fait, il était question qu'on ait des flyers pour inciter les gens à se faire vacciner, puisqu'il y a un petit peu de bashing sur ce vaccin. Est-ce que vous savez où on peut se procurer ces flyers pour inciter les gens à se faire vacciner? Alors, c'est fort possible que ce soit envisagé, effectivement, mais là, je n'en ai pas. Je vais regarder un peu mieux dans la documentation. C'est plutôt sur le site du ministère qu'on va trouver ça. Alors, Oui, ceci dit, parce que ceci dit, on a eu quand même des argumentaires qui nous ont été fournis, notamment suite aux récentes interventions du professeur Fischer. Oui. Qui est intervenu d'ailleurs hier soir pour dire de façon un peu moins scientifique, on va dire, mais qui est intervenu pour expliquer le taux, somme toute, satisfaisant de protection du vaccin. Donc, on a un argumentaire, nous, des éléments de langage, comme on dit. Voilà, c'est ça, des éléments de langage. Ça, on pourra vous les passer, mais oui. c'est pas encore trop scientifique. Hein. Non. Mais on peut vous passer ces éléments de langage qui ont été cités par l'ARS dans une conférence récente. Et on va regarder s'il y a d'autres supports. Alors, vous n'êtes pas les premiers à nous parler de cette réticence. Hein. C'est vrai que ce vaccin a bénéficié en quelque sorte d'une image un petit peu écornée, notamment avec ce qui s'est passé lorsque des professionnels de santé d'un hôpital se sont vaccinés un peu tous en groupe. Donc ça... Alors, les explications du professeur Fischer. Alors, il a aussi fait un live chat avec le quotidien du médecin, où il répond à pas mal de questions, en fait. Hein. Je pourrais vous passer le lien. Il répond à pas mal d'objections, et y compris d'objections de certains médecins. Hein. Donc, mais c'est vrai que des affiches, peut-être, ce ne serait pas inutile, ou des flyers. Il me semble en avoir vu sur le site du ministère de la Santé. Il faut chercher un petit peu dans les différents onglets, mais il me semble qu'il y en a. On va rechercher ça. J'aurais une petite question, c'est pour les centres de santé qui ont plusieurs généralistes, sur la prise de rendez-vous. Oui. Est-ce qu'il est possible, puisque la prise de rendez-vous peut être gérée par des assistantes, un guichet, etc., est-ce que l'on doit créer des plages spécifiques? Parce que dans un premier temps, on nous a dit que c'était aux médecins généralistes qui connaissaient sa patientèle d'appeler ces patients qui rentrent dans ces critères-là. Et là, d'après ce que je comprends, c'est qu'un patient,
autres qui étant son médecin traitant puisse prendre un rendez-vous s'il rentre dans ce cadre de plus de 50 ans avec des cas de comorbidité, même ce n'est pas son médecin traitant. Oui ou non? Alors en fait, alors bien évidemment, il faut se mettre dans la configuration centre de santé, mais la règle de base de cette vaccination, le principe, c'est comme on vise des patients 50 à 64 ans avec comorbidité, les médecins généralistes et les centres de santé, et donc à l'intérieur de ces centres de santé, les médecins qui exercent vont rechercher dans leur patientèle, médecins traitants, les patients qui remplissent ces conditions. Donc, là, pour répondre à un premier aspect de votre question, effectivement, on est en première intention, on est bien toujours sur la notion d'une relation entre un médecin, un médecin ou une structure et des patients médecins traitants. Et là où effectivement il peut y avoir élargissement, c'est peut-être s'il faut pour cette liste d'attente des soignants qui ne sont peut-être pas vos patients médecins traitants. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Par exemple, la pharmacie à laquelle on s'est inscrit, Oui. si elle nous envoie des patients pour se faire vacciner qui rentrent dans ce cadre-là, nos médecins ont le droit. Alors, ils ont le droit. Maintenant, il faut être confraternel et il faut pas que la pharmacie vous envoie. Si vous voulez, il faut que chacun respecte un peu les contours. Ça peut tout à fait être intéressant, par exemple, si elle vous envoie des patients qui n'ont pas de médecin traitant, parce que ça, c'est une problématique. À Paris, on a quand même 16% de gens qui n'ont pas de patients, qui n'ont pas de médecin traitant. Donc là, c'est une bonne opportunité de prendre en charge ces personnes, mais il faut quand même respecter la patientèle médecin traitant des médecins généralistes. Non, ça, je le conçois bien, oui. J'ai bien conscience que la route est sinueuse, hein. De même, je voulais puisque vous citez tout à fait le cas de figure qui peut se présenter dans un centre, on a eu la question hier, comme vous avez 3 médecins, s'il y en a un qui pour une journée n'a trouvé que… Alors d'abord, ça peut être les assistantes qui appellent les patients, ce n'est pas forcément le médecin. Là, tout dépend quelle est votre organisation et si vous estimez que les assistantes vont être suffisamment armés pour convaincre et expliquer aux patients, il n'y a aucune réserve là-dessus, hein. Mais par exemple, vous avez un médecin qui n'aura trouvé que 5 patients. Si l'autre du cabinet d'à côté, il en a 5, vous voyez, ça fait une dose, hein. D'accord, on utilise le même flacon. Il n'est pas nominatif. Voilà. C'est un des avantages qu'il peut y avoir dans une organisation regroupée, c'est l'optimisation, parce qu'on avait le scénario, un médecin qui me dit « mais moi j'ai 8 personnes, et qu'est-ce que je vais faire de mes 2 autres doses ?» S'il y a un médecin du centre à côté qui a 2 patients, why not? Oui, parce que nous, on a 7 généralistes qui veulent le faire, donc oui, oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Bien. Oui. Alors, j'espère avoir répondu à peu près à votre question. Oui, j'ai bien compris. Vous m'avez compris entre les lignes. Je l'ai compris avec votre sourire. Ah oui, il n'y a pas de problème. Vous m'avez compris entre les lignes. Tout à fait. Nous sommes au-dessus des parties, donc voilà. Okay. Donc, chacun normalement dans son couloir. Comme à la course. Mais voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ces aspects-là? Ça vous paraît… est-ce que vous avez des difficultés, à votre avis, notamment pour tout ce qui est organisation, enfin l'équipement, je pense que ça doit aller. Certains de vos confrères qu'on a vus, notamment hier, nous parlent de problèmes organisationnels, de gestion d'un planning pas évidente. Est-ce que… En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sanctuarisé carrément des plages dans Doctolib.
Et on sait que, mais je sais que Doctolib est en train, sans faire de pub, hein, bien entendu, mais est en train de développer un outil par rapport à ça. Un outil qui permettrait de respecter le délai entre la première injection et la deuxième, de façon automatique. Donc, il y a un responsable de Doctolib qui doit m'expliquer ça la semaine prochaine, mais nous, simplement, on a sanctuarisé des moments dans Doctolib, dans la plage, et puis on s'en sort comme ça. Et on fait des listes de 10 personnes à chaque fois. Et vous trouvez facilement dans votre patientèle? Oui, parce que j'ai un vivier de 5 médecins généralistes, dont 4 sont volontaires pour vacciner. Ah, et j'ai pensé je vais voir ça avec mon logiciel d'exploitation qui est Medis. Voilà. Je vais solliciter un technicien de Medis pour qu'il me fasse une requête qui pourrait aider mes praticiens à trouver la bonne cible de patientèle. Ben, vous avez tout intérêt à la solliciter parce que, bon, pour l'instant, on est dans les comorbidités, mais après, on aura les autres. Oui, tout à fait. Non, mais je soulève le problème, c'est pas, on ne cherche pas des bâtons pour se faire battre, mais malheureusement, les centres de santé, contrairement aux médecins généralistes, ne peuvent pas aller dans Amélie-Pro télécharger la liste des patients médecins traitants. Ça, c'est ce que peuvent faire les médecins généralistes. Ils peuvent la télécharger, elle est sous Excel, ils la travaillent et puis ça les aide. Alors donc, vous, il faut effectivement que vous voyez avec, en fonction de votre logiciel, tout à fait. Et que vous fassiez vous-même ces extractions. C'est pas grave, quand on a l'énergie pour le faire, et puis on fait du service public, c'est chouette. Eh ben, écoutez, c'est plutôt de bon augure. Oui. Pour Fournier, effectivement, il y a un tout petit peu le temps de la réflexion des médecins, mais ça y est, en quelques jours, ils sont enfin convaincus, pour être tout à fait honnête. Quand Pfizer est arrivé, mais je crois qu'on l'a tous vécu, les médecins m'ont dit ah non, non, mais moi j'attends l'AstraZeneca, il est hors de question, Pfizer, tant à titre individuel que pour leurs patients. Et donc j'ai beaucoup ri parce que maintenant, depuis, je ne sais pas, 10 jours, mais aussi parce qu'ils ont regardé la télé, eh bien ils me disent ah non, non, on veut tous du Pfizer ou du Moderna, il est hors de question de faire l'AstraZeneca, etc. Donc j'ai senti une petite réticence. Et là, ce matin, plusieurs médecins sont venus me voir en me disant bon, c'est bon là, pour l'AstraZeneca, on y va, hein. Bon, ok, on y va. Donc, il y a eu un petit temps de réflexion. Hein, voilà. Et là, on en est à l'étape où, effectivement, dans le 11e, on a déjà quasiment finalisé nos listes de patients. Parce qu'effectivement, derrière, il faut qu'on appelle nos patients. Pour voilà, c'est ça. Ça, c'est une charge. Et c'est vrai que… Voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même un petit travail de préparation. Mais une fois qu'on aura initié la démarche et que… voilà, que les médecins seront convaincus, ils y penseront au fur et à mesure et ça ira plus vite. Donc, le démarrage, je dirais, il n'est peut-être pas aussi rapide qu'attendu, mais ça va se faire. Et là, y compris dans le 14e, ça y est, on va commencer à faire, comme vous, Antoine, une extraction. Nous, on est sur ELISA, Clinidoc. On a une possibilité de faire effectivement cette extraction sur la liste des patients médecins traitants au regard d'eux. Et puis, les médecins connaissent quand même globalement bien leur patientèle. Donc, il suffit de leur remettre la liste de leurs patients sous les yeux et puis les critères d'inclusion. Ça va se faire. D'accord. Voilà, mais il y a un petit délai, quoi, quand même. Oui. Non, mais bon, l'important, c'est pour ça on se voit encore aujourd'hui, alors que ça a démarré hier. Bon, on sait que ce genre de choses, ça ne se lance pas, surtout quand on est dans une structure. On va peut-être, mais il y a quelqu'un qui devrait fermer ce micro parce qu'on a une discussion en fond. Non, mais c'est sûr que l'organisation n'est pas pareille pour des structures comme les vôtres, rapporter à un cabinet de 2-3 médecins généralistes. Hein, c'est sûr. Et je confirme qu'effectivement, sur Doctolib, c'est ce qu'ils font aujourd'hui pour les centres de vaccination entre guillemets, organisés par les mairies. Effectivement, ils ont la possibilité, aujourd'hui, ils le font pour l'AstraZeneca, pour le Pfizer et le Moderna. À la prise de rendez-vous, il y a un rendez-vous qui se génère automatiquement à J28. Alors, l'inconvénient, je ne porte pas de jugement, mais c'est que par contre, enfin, nous, vous passez par les moyens que vous souhaitez, hein, bien évidemment, et on n'est pas là pour s'immiscer, mais
il y a quand même un biais dans cette procédure, c'est qu'on n'est pas sûr de l'éligibilité. Et voilà. Ah oui, oui, oui. Non, mais alors après, la prise de rendez-vous, elle peut se faire en interne. Enfin, on ne laisse pas le rendez-vous ouvert en ligne. C'était ça la question. Ah, d'accord. Okay. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez identifié votre patient et vous lui donnez un rendez-vous, automatiquement, la deuxième ingestion, elle va gérer. Ah non, on ne va pas faire d'ouverture Doctolib en ligne parce que la porte est ouverte à toutes les fenêtres. Oui, c'est ça, la porte est ouverte à toutes les fenêtres. Oui, oui, non, on est d'accord. On est bien d'accord. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Enfin, vous êtes impliqué dans les centres de vaccination ambulatoire, donc vous savez ce qu'il en est. Oui, oui, j'ai encore aujourd'hui, moi, des patients qui arrivent ou des gens qui arrivent dans le coin ou même des administrateurs ou autres qui vous envoient une ordonnance. Je suis éligible au Pfizer, mon médecin me l'a écrit. Oui, mais nous, on ne peut pas en avoir. Hein, donc, c'est comme ça. Point. Et surtout, ils ne sont pas vraiment éligibles. Hein. Comorbidité HTA, on n'est pas éligible au Pfizer. Pour l'instant, on est éligible, mais on n'est pas prioritaire. Voilà. Alors, ça tombe très bien. Je voudrais savoir sur Monsieur Lortet, il a créé des plages sur Doctolib, donc non réservables en ligne. Donc, vous avez créé des motifs de consultation. Non, j'ai créé des plages bloquées, un peu comme des plages d'absence, si vous voulez, où le médecin pourra recevoir ses patients pour les vaccinations. Et donc, évidemment, ça n'est pas visible de l'extérieur. C'est de l'organisation en interne. Oui, parce que c'est moi qui leur gère leur Doctolib. Donc, vous bloquez vous faites une absence, quoi, entre deux rendez-vous. On fait une absence et puis on met ça vaccination Covid et ensuite on cale les gens. Mais de l'extérieur, ça ne se voit pas. C'est juste une plage bloquée de l'extérieur, mais on ne sait pas pourquoi. Et faire un motif de consultation, pareil, bloqué de l'extérieur, ça ne serait pas possible, ça? C'est à voir. Pour l'instant, disons qu'on est très prudent, donc on va faire 1 ou 2 tours de chauffe avec cette méthode-là et ensuite on s'adapte. Parce que moi, c'est là où j'ai un problème. C'est au niveau de la prise de rendez-vous. Je comprends, oui, parce que ça mobilise beaucoup. Ah oui, je suis en train de me casser la tête là, à savoir comment sur Doctolib. De plus, nous, on passe par une plateforme. Quand vous téléphonez au centre du Moulinet, vous ne tombez pas au centre du Moulinet, vous tombez sur une plateforme qui s'appelle Bicleris. Et là, il va falloir que à gérer les plages horaires de rendez-vous. Pour un médecin généraliste, ça va être très… Ah oui, quand le téléphone est externalisé, ça devient compliqué. C'est ça devient compliqué là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à la partie système d'information? Bon, je vais passer la main à Sébastien. Ok, bonjour. Alors, je ferme la vidéo et je vais remettre le partage d'écran complet. Voilà, donc je vais vous présenter donc le système d'information vaccin Covid, qui a donc été mis en place dès le démarrage de cette campagne de vaccination, donc début janvier. À savoir donc qu'il s'agit donc d'un système qui a été utilisable pour l'ensemble des vaccins, que ce soit le Pfizer, le Moderna et maintenant l'AstraZeneca vous concernant. Quelques évolutions ont bien évidemment été apportées au fur et à mesure et le seront encore à nouveau. Mais le process se fait toujours en 3, voire 4 phases et restera toujours le même, totalement identique. À savoir une première phase qui consiste à déclarer bien évidemment l'éligibilité des différents patients qui vont être amenés à se déplacer au centre pour se faire vacciner. Puis ensuite, vous procéderez donc en phase 2 à l'enregistrement de la première injection. Puis en phase 3 de la seconde injection, avec la possibilité à chacune de ces phases de pouvoir donc créer un document que vous pouvez éventuellement remettre au patient. Ça, on le verra à ce moment-là au cours de la démonstration. Et bien évidemment, la possibilité également de pouvoir déclarer la survenance de tous les effets indésirables qui viendraient à survenir sur le portail direct de l'ANSM. Voilà, donc ça c'est vraiment le process en tant que tel qui a prévalu à la conception de ce système d'information. Donc, tout d'abord, avant de vous le présenter, bien évidemment, autant vous en expliquer quels en sont les 2 accès. Donc, un accès directement par Amélie Pro, mais en se connectant uniquement avec la carte CPS. Donc, on oublie la connexion par login mot de passe. Amélie Pro, c'est donc la carte CPS. Et une fois que vous êtes connecté après la saisie de votre code porteur pour les médecins, vous avez donc désormais dans une nouvelle rubrique qui s'appelle Vaccination Covid et qui vous permettra donc directement d'accéder à ce nouveau service.
Le second accès, c'est celui d'ailleurs qu'on vous préconise le plus, puisque c'est celui donc le plus simple, puisqu'il est réservé actuellement soit à la partie de déclaration donc des dépistages, soit sinon bien évidemment au système d'information Covid. C'est l'accès par le portail Pro Santé Connect et qui lui vous permet à la fois un accès par la carte CPS comme sur Amélie Pro, mais également par la carte ICPS. C'est la raison pour laquelle on incite donc l'ensemble des personnels médical et paramédical, infirmiers donc de vos centres de vaccination à créer en amont leur carte ICPS de manière à pouvoir donc accéder à ce service-là un peu plus facilement et surtout en pouvant se départir de la problématique de se déplacer à chaque fois avec leur carte CPS et bien évidemment avec un lecteur. Voilà, tout bonnement. Donc, ce sont les deux modules qui vous permettent d'entrer dans le système. Là-dessus. Oui, si vous permettez. Alors, moi, j'ai reçu, je crois que c'était le docteur Duhamel. Il est venu me voir lundi à Saint-Vincent. Oui. Et on a regardé sur mon compte Amélie Pro. Et moi, je n'ai pas, pour une raison indéterminée, je n'ai pas la ligne vaccin Covid. Donc, effectivement, il m'a préconisé l'accès sur Pro Santé Connect. Voilà, parce qu'en fait, tout dépendait apparemment des différents paramétrages des cartes CPS pour les médecins salariés. Pour certains, la ligne apparaissait directement sur le portail Amélie Pro, une rubrique vaccination Covid. D'autres ne l'avaient pas, donc c'est pour ça qu'on a préconisé, et ça c'est le retour d'expérience en fait des salariés qui ont exercé dans les centres, qui exercent encore d'ailleurs dans les centres de vaccination ambulatoire, de se connecter prioritairement sur le portail Pro Santé Connect, qui est vraiment donc réservé au système d'information vaccin Covid et au système d'information de déclaration des tests de dépistage. Du coup, j'ai la deuxième question qui me vient tout de suite. Oui. Comment fait-on pour créer une ICPS? Alors ça, si vous voulez, je ne pourrais pas vous en faire la démonstration maintenant parce que sinon, ça va nous prendre un temps immémorable. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu vers vous après avec un tutoriel en vidéo, un autre en PDF et on pourra faire le point pour pouvoir vous la créer. Donc, je me permets de le noter. Avec plaisir. Et au sortir de cette réunion, on voit ça ensemble, si vous voulez bien. Avec plaisir. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, si vous voulez bien, je poursuis donc la démonstration après avoir donc vu les deux accès. Donc, voici la page d'accueil du système d'information vaccin Covid, avec donc cette première phase, comme je vous le disais précédemment, qui est une phase d'identification du patient. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc je vais vous en faire le détail, c'est pour ça. Donc, vous inquiétez pas, ça va beaucoup plus vite en temps réel. Mais je préfère au moins vous détailler de manière à ce que vous ne soyez pas perdu une fois que vous arrivez devant le service. À savoir donc que pour l'identification du patient, vous pouvez procéder de deux manières, soit en saisissant son code patient, soit en saisissant son NIR, c'est-à-dire son numéro de sécurité sociale. Alors vous, bien évidemment, vous allez procéder à la saisie par son NIR. Je vous explique néanmoins ce qu'il en retourne par rapport à son code patient. C'est en fait un code à 9 caractères qui a donc été soit transmis directement dans les bons de vaccination, enfin du moins qui devait l'être aux différents patients, aux pas assurés qui étaient éligibles. Mais bon, comme vous savez qu'on a vacciné avec différentes avances de phase, les bons de vaccination qui ont été transmis, pour certains le contenaient, pour d'autres ne le contenaient pas. Donc, si jamais vous avez un patient qui viendra avec un bon de vaccination, vous pourrez toujours le saisir par ce canal-là. Sinon, vous verrez que ce fameux code patient à 9 caractères sera directement créé au terme de la phase d'éligibilité. Donc, voilà, c'était simplement pour vous dire ce qu'il en retournait. Donc, ne soyez pas perdus à cette phase d'identification. Vous saisissez son numéro de sécurité sociale. Donc, j'en saisis un là, voilà. Et je vous montre l'exemple, je ne vais pas vous dire pas l'absurde, mais l'exemple qui serait déplaisant d'un numéro de sécurité sociale qui ne serait pas trouvé. Le système vous permet néanmoins de ne pas être bloqué à cette phase en pouvant donc créer manuellement le patient qui est venu au centre. Donc, dans ces cas-là, vous avez donc indiqué son nom, prénom, date de naissance, ainsi que son numéro de téléphone, son adresse mail et son adresse postale. Donc, vous avez toujours la possibilité de pouvoir créer manuellement un patient dont le NIR n'aurait pas été reconnu par le système d'information vaccin Covid. Voilà. Donc, je retourne à mon exemple où je saisis son numéro de sécurité sociale. Cette fois-ci, il est reconnu. Je me permets d'ouvrir une parenthèse en vous disant bien évidemment que les numéros de sécurité sociale qui commencent par 1 ou 2, les 3 quarts des numéros de sécurité sociale, ça fonctionne parfaitement, bien évidemment en fonction des cas de figure, mais en tous les cas que pour tout ce qui relève des numéros d'identifiants provisoires, commence par 7 ou 8, bien souvent pour les patients qui sont bénéficiaires de l'AME ou de la complémentaire santé, ils sont bien évidemment aussi répertoriés pour la plupart du temps dans le système d'information. Donc, vous pourrez bien évidemment intégrer dans le système d'information vaccin Covid des patients qui sont bien évidemment relevant de l'AME ou de la C2S.
C'est pour faire une petite parenthèse sur ce niveau-là. Donc, je saisis à nouveau mon numéro de sécurité sociale, je clique sur rechercher. Donc, à l'image de vos logiciels de télétransmission, de facturation, de vos logiciels métiers, en saisissant le numéro de sécurité sociale, vous avez accès donc aux différents patients qui sont rattachés sur ce numéro. Donc, dans mon exemple, Dupont Maxime comme ayant droit et sa fille Emma juste en dessous. Donc, je sélectionne. Désolée, ils ont moins de 50 ans. Hein. Je sais bien. Mais là, je suis dans le très en avance de phase, on va dire. Alors, je sélectionne Monsieur Dupont-Maxime. Et voilà, donc il est bien apparu dans mon système d'information et on me permet donc de passer donc, sur cette phase d'éligibilité complète où on me demande de remplir certains items. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses qui sont soulignées. C'est là encore pour vous le détailler. Je commence par le premier carré où on vous demande si vous êtes le professionnel de santé qui a délivré ou non l'ordonnance. Alors, c'est une formulation qui est un petit peu alambiquée. Pour vous raconter de manière assez courte, c'était en fait une formulation qui était née du fait que lors de la première phase de vaccination qui avait été mise en place, donc c'était destiné aux résidents des EHPAD et des USLD, on avait un peu désynchronisé le processus de vaccination. C'est-à-dire qu'en fait, un jour 1, c'était un médecin de l'EHPAD ou du USLD ou le médecin traitant du patient qui venait à l'EHPAD et qui réalisait une consultation pré-vaccinale et qui donc réalisait cette phase d'éligibilité. Et soit l'après-midi, soit quelques jours après, un infirmier ou un médecin numéro 2, admettons, qui, dans ces cas-là, procédait donc à l'injection du Pfizer ou du Moderna. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on avait demandé si on était oui ou non le médecin qui procédait à la délivrance de l'ordonnance. Donc, vous, concrètement, pratico-pratique, quand vous avez votre patient, une fois que vous l'avez trouvé, vous indiquez oui. Et dans ces cas-là, il va vous remplir automatiquement les champs en dessous, à savoir le numéro de finesse du centre, le nom et le prénom du praticien dont on a lu la carte CPS ou ICPS en fonction de son accès. Juste en dessous, on vous demande la date de l'ordonnance. Là encore, formulation un petit peu alambiquée. C'est en fait la date à laquelle vous saisissez les données. Donc, par défaut, vous verrez qu'apparaîtra la date du jour. Si vous êtes amené à réaliser un rattrapage de saisie, vous pouvez bien évidemment changer la date avec la petite option calendaire qui apparaît juste à côté. Et une petite nouveauté qui est intervenue avec les dernières versions du système d'information, on vous demande spécifiquement si le patient qui s'est présenté au centre est oui ou non un professionnel de santé. Si vous répondez oui, vous avez un menu déroulant qui vous est proposé de manière à pouvoir donc indiquer quelle est son activité principale. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez les deux petites croix à cocher. La première correspondant donc à l'accord du patient d'accepter dans le processus vaccinal. Et la seconde case est son corollaire qui donc indique que le patient accepte la transmission de ces données conformément à la TICNIL qui a été donnée en ce sens, puisque dès l'instant qu'on accepte de rentrer dans un processus vaccinal, on accepte concomitamment la transmission des données informatiques qui s'y rapportent. On clique sur « Continuer » et cette fois-ci, l'éligibilité a bien été enregistrée dans le système d'information vaccin Covid. Et justement, je reviens sur quelque chose dont je vous parlais à titre introductif, c'était le fameux code patient à 9 caractères qui a donc été directement généré par le système. Voilà, donc à ce niveau-là, vous avez une possibilité d'exporter la synthèse de ce que vous venez de saisir. Vous avez également la possibilité d'imprimer et d'enregistrer un bon d'éligibilité. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard par rapport au bon. Et surtout, là, je vous propose, si vous le voulez bien, de poursuivre la vaccination donc en saisissant la première injection. Donc, à ce stade-là, le patient a été identifié, il est éligible. Vous avez procédé dans votre centre à sa première injection de la dose AstraZeneca. Donc, vous saisissez donc, dans le nom du vaccin AstraZeneca, le numéro de lot avec la liste déroulante donc, qui va vous proposer les différents lots qui sont disponibles au sein de vos différentes unités. Ensuite, la date et l'heure à laquelle vous avez procédé à cette première injection. Le mode d'administration sera directement préalimenté du fait que vous ayez sélectionné AstraZeneca, qu'il s'agit donc d'une injection intramusculaire. Et la zone d'injection, à vous d'indiquer s'il s'agit du bras droit, du bras gauche ou d'une autre localisation anatomique. Voilà. On passe à l'autre pan de cette page, à savoir cette fois-ci, on vous demande le lieu de vaccination dans lequel vous avez réalisé la première injection. Vous avez donc tout un menu déroulant là encore qui vous permet de sélectionner les différents lieux de vaccination qui sont disponibles dans le système d'information. Et ça va de l'EHPAD jusqu'à autres.
vous concernant en tant que centre de santé, vous sélectionnerez l'item qui s'appelle au cabinet ou dans la structure d'exercice. Et dans ces cas-là, ça vous remplira automatiquement le code postal qui est rattaché à votre centre de santé ainsi que son numéro FINES. Vous n'avez plus qu'à cocher la petite croix, à valider. Et cette fois-ci, donc, c'est le processus de première injection qui est bel et bien enregistré dans le système d'information vaccin Covid, avec quand même plusieurs indications qui apparaissent sur cette petite page-là. Donc déjà, la première indication, c'est celle de la date prévisionnelle pour la seconde injection. Donc, je vous rappelle que pour le vaccin AstraZeneca, il est donc préconisé une seconde injection entre 9 et 12 semaines, sachant que le maximum d'efficacité est apparemment atteint 12 semaines après la première injection. Donc, on vous permet de pouvoir de bénéficier de cette petite fourchette, on va dire temporelle, pour pouvoir procéder à la prise de rendez-vous de la seconde injection. La seconde option qui vous est donc offerte est la possibilité donc de pouvoir accéder directement par cette page au portail de l'ANSM, donc de manière à pouvoir éventuellement signaler les effets indésirables qui seraient survenus au cours de cette première injection. Et la troisième et dernière option qui vous est également proposée, c'est de pouvoir imprimer donc le bon de première injection qui a été réalisé. Donc un document habituel, un petit beau format PDF qui indique donc l'identité du patient, du praticien qui a réalisé l'injection, donc quel centre de santé, et toutes les informations que vous avez saisies par rapport à la vaccination, à savoir le nom du vaccin, la zone de localisation, le numéro d'eau, toute cette partie-là. Donc cet exemplaire, voilà, vous n'avez aucune obligation de l'imprimer, de le remettre au patient. Maintenant, on vous invite bien évidemment, et on vous invite très fortement même à le lui remettre de manière donc à ce qu'il puisse déjà pouvoir disposer de cette information, parce que bien souvent, il n'aime pas spécialement repartir sans, entre guillemets, ne pas disposer de la moindre preuve requise de la vaccination. Et ensuite, vous allez même avoir parfois des situations qu'on nous a déjà rapportées de patients qui vont venir au centre avec leur carnet de vaccination en vous leur demandant de bien vouloir leur compléter. Sachant que malheureusement, l'AstraZeneca n'était pas encore prévue dans les années 60, 70 et 80. Peut-être un petit peu étonnant. Donc, c'est pour ça, blague à part, qu'on vous demande de bien vouloir remettre cet exemplaire, de l'imprimer, de le leur remettre. Sachant également qu'il est en format PDF, si vous souhaitez, vous pouvez aussi directement l'implémenter directement dans vos systèmes d'information, dans vos logiciels métiers, si vous voulez directement le retrouver sans avoir à retourner dans le système d'information vaccin Covid, simplement en retournant dans le dossier de votre patient. Voilà pour cette première injection. Donc, je me téléporte quelques semaines plus tard au moment de la seconde injection. Donc, je retourne sur le système d'information. Cette fois-ci, je dois à nouveau identifier le patient, soit par le code patient, soit directement par son numéro de sécurité sociale. Et je tombe directement sur la phase de seconde injection où vous remplissez les différents items qui sont exactement les mêmes que ceux de la première injection. Ça va du nom du vaccin jusqu'au numéro FINES automatique du centre de santé. Vous validez. Vous cochez, vous validez, pardon. Et vous tombez donc sur la page qui vous permet cette fois-ci donc de pouvoir qui vous indique que vous avez bien procédé à l'enregistrement de l'ensemble des phases de la vaccination et qui vous permet cette fois-ci encore de pouvoir signaler les éventuels effets indésirables qui seraient survenus cette fois-ci à l'occasion de la seconde injection et d'imprimer un bilan final de vaccination que là encore, vous n'avez pas obligation de remettre au patient, mais qu'on vous invite fortement à faire, de manière à ce qu'il puisse donc le conserver et également être enregistré dans son dossier patient ou éventuellement dans toutes les plateformes de coordination type le DMP, Terrisanté, ce genre de petites choses. Voilà ce qu'il en était par rapport à ce système d'information vaccin Covid. Alors vraiment, je voulais détailler pour l'avoir testé à plusieurs reprises, sincèrement, la création entre l'identification, la date d'éligibilité et on va dire la saisie de la première injection, moins de 2 minutes par patient. Et justement, pour vous accompagner, vous avez donc deux possibilités. Si c'est une question d'ordre technique ou une question d'utilisation du système d'information, il y a le numéro qui est là, 0800 08 12 07, qui vous permet donc de joindre un technicien qui pourra vous aider pour ce faire. Et s'il s'agit spécifiquement de problèmes de connexion avec la CPS ou avec la ICPS, l'Agence du numérique en santé vous propose 3 canaux d'accès pour pouvoir les joindre, soit directement sur leur site internet, soit par mail ou plus facilement par téléphone au 0825 85 2000, sachant que leurs services sont ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, c'est toujours un bon moyen de pouvoir les joindre à des moments qui sont un petit peu plus
hors semaine, on va dire. Voilà. Je me permets de fermer le truc et je reprends vos questions si vous le souhaitez. Alors, moi, pour Fournier, je vais avoir la question. Si on envisage que dans un souci, je dirais, d'optimisation de gestion des doses, puisque autant dans le 14e que dans le 11e, on a quand même pas mal de cabinets de consultation, donc on a souvent 4, 5, voire 7 médecins généralistes qui consultent en même temps. L'idée, c'est que ce soit nos infirmières du centre qui fassent les injections. Tout à fait. L'injection se fait à un seul et unique endroit. Bien sûr. Ça sous-entend que c'est une infirmière qui fait l'injection. Du coup, c'est elle qui remplit le bordereau de première injection. Tout à fait, sans aucun problème. Sauf que du coup, elle n'a pas de carte CPS. Moi, je n'ai pas connaissance que nos infirmières de centres de santé salariés aient une carte CPS. Elles en ont une. Hein. Elles en ont une et elles peuvent créer également une ICPS à l'instar de leurs homologues médecins. Je découvre l'info. D'accord. Oui, mais c'est l'intérêt de ce genre de réunion, c'est que quand vous n'avez pas eu à mettre en œuvre, c'est dans ceux qui ont été impliqués dans CIDEP et tout ça ont découvert. Donc, on va vous passer les. Mais en fait, je ne sais même pas si elles en ont fait la demande. Enfin, si on a fait la demande pour nos infirmières en fait, de ces CPS. Mais auprès de l'ASIP, en fait, oui, effectivement. C'est auprès de l'ASIP, comme pour un médecin qui demande sa carte CPS. Bon, moi, je débarque aussi en même temps. Vous savez, je viens d'arriver à fouiller. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, d'accord. On va vous indiquer la marche à suivre. Mais je vais leur demander, ça se trouve. Voilà. Ok, d'accord. Bon, c'était ça. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas fait quand même. Vous savez, on n'a que des surprises. Hein. Mais la ICPS, franchement, pour avoir entendu X et vu X démonstrations, c'est vraiment pas très long à faire. Hein. Non. Oui, non, ça a l'air assez intuitif. Ouais. Et donc, effectivement, l'organisation qui semble se dessiner dans pas mal de centres de santé ou des MSP ou autres, l'idéal, c'est effectivement un binôme médecin-infirmier. Et je comprends tout à fait, c'est une façon de rationaliser, là, en l'occurrence. Là-dessus, je suis content parce que moi, je croyais que les infirmières ne pourraient vacciner que dans un deuxième temps. C'est ce que j'avais entendu au départ. Donc, en fait, elles peuvent le faire tout à fait concomitamment et dès maintenant. Étant donné que le médecin est sur place, que de toute façon, c'est le binôme. Au contraire, c'est le binôme. C'est tant mieux, bien sûr. Pour privilégier. Ok. Tant mieux. Ça veut dire qu'on extrait le bordereau d'éligibilité qui fait fonction, entre guillemets, de prescription, c'est ça en fait? Tout à fait, tout à fait. Et pour ce coup, l'infirmière, elle a sa prescription médicale qui est le bordereau d'éligibilité après la consultation pré-vaccinale et après, normalement, avec sa carte CPS qu'elle doit avoir. Exactement. Pour la première injection. Voilà. Exactement. Excusez-moi, bonsoir. Oui. Est-ce que le formulaire, on peut le pré-remplir à l'avance si on a les noms des patients et les numéros de sécurité sociale ou pas du tout? Alors, c'est une question qui nous a souvent été posée par les libéraux. On a un certain nombre qui ont souhaité le faire. Moi, je vous le déconseille dans le sens où si ensuite le patient décide de ne pas se faire vacciner, etc., ça risque de fausser un petit peu les données. Je vous invite à vraiment pas le faire. D'accord, merci. Docteur Cabret. Est-ce qu'il y a un questionnaire à faire remplir aux patients, comme pour Pfizer et Moderna? On n'a pas ça dans la stratégie vaccinale AstraZeneca. Non, ils viennent, voilà, vous venez vous faire vacciner, on vous vaccine, c'est bon, vous avez l'âge, les prérequis, tout est bon. Il y a des sites sur ça, moi j'ai pris sur un site. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez vous protéger, entre guillemets, mais dans les supports, on va revérifier, mais dans les supports stratégie vaccinale, etc., et dans les DGS ou les mines santé, je n'ai pas vu de questionnaire. Non, il n'y a pas sur les allergies, des choses, des trucs. Non, il y aura un questionnaire médical dans le cadre de la consultation pré-vaccinale, quand même. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, vous allez bien. Vous pouvez peut-être vous inspirer de ce qui est utilisé. Il existe des supports sur Internet. Nous, on a pris sur un support Internet des questionnaires préfaits déjà sur la pré-vaccination. Mais pour ce type de vaccin?
Oui, oui, tout est fait, tout est indiqué, tout est détaillé. Et nous, on l'a exporté, oui, sur un... Il y a des sites liés à la vaccination pour les premières consultations, les pré-consultations. D'accord. Ok. Il y a tout est détaillé, si le patient est allergique, asthmatique. C'est pas mal fait. Ok. Merci. Je pourrais vous le transmettre si vous voulez. Avec plaisir. Je ne l'ai pas là parce que je suis dans le deuxième. Vous avez la fonction converser, sinon on a pu le mettre. Oui. Oui, je le transmettrai à la caisse et on vous le retransmettra. Merci beaucoup. On vous le passera tous. Voilà. Voilà, au moins, ça fait c'est aussi un groupe de partage de bonnes pratiques. Bah oui, parce qu'il faut s'entraider de toute façon. Il faut s'entraider, tout le monde est dans le même bateau. Alors d'ailleurs, vous avez vu que Monsieur Jumel Dupuis nous a mis les liens vers la communication, les affiches. Donc là aussi, si vous avez besoin d'en mettre, alors c'est vrai que c'est... Je ne suis pas au bon endroit là pour ça, mais c'est pas grave, je le ferai quand je serai dans le 15e. C'est vrai que c'est pas facile peut-être de passer après certaines informations qui sont passées dans les médias, quoi. Il y a un travail de conviction qui est un peu plus long, hein, et on sait aussi que certains patients seraient un peu en position de vouloir choisir la marque du vaccin qu'ils vont avoir, mais bon, c'est pas la stratégie telle qu'elle a été définie. Donc, il faut s'y tenir absolument parce que sinon, on va avoir des dérives. J'ai une question, si je puis me permettre. Excusez-moi, j'ai pas de vidéo parce que je sais pas où on est le bande passante. Je peux? Oui, allez-y, docteur. Concernant les médecins du travail, vous savez qu'ils ont le droit donc de vacciner et j'imagine que nous ne sommes pas les seuls à être sollicités par les médecins du travail pour les aider dans leur campagne de vaccination. Les services santé au travail sont très modérément friands de vaccination et ils nous demandent de les aider. Donc, il y a deux manières de les aider que nous envisageons et je voulais avoir votre avis sur la faisabilité des choses. La première, c'est sur l'approvisionnement. Parce que côté logistique, donc en gros, c'est le médecin qui doit se mettre en relation avec le pharmacien de son choix pour commander les vaccins et ensuite les amener, en assurer le transport et les amener à l'endroit de leur injection. Or, un médecin du travail voilà, qui va travailler sur plusieurs sites ou même sur un site principal et qui ensuite doit aller à la pharmacie chercher, qui n'a pas les moyens de transport réfrigéré, etc., ça va le fait reculer quelque peu. Donc, est-ce que ça pose un problème si c'est nous qui assurons pour son compte la logistique? C'est-à-dire qu'en gros, il se met en rapport avec le pharmacien qu'on lui désigne et c'est nous qui nous occupons d'aller chercher les vaccins en question, de les transporter dans de bonnes conditions, de les stocker dans de bonnes conditions jusqu'au moment de leur administration. C'est la première question. La deuxième, si j'enchaîne, c'est tous autant qu'ils sont, et je pense que c'est une bonne chose, ils ne sont pas forcément friands, et notamment les personnes intéressées à vacciner au siège de l'entreprise, même si c'est dans le service de santé au travail, dans la mesure où c'est quand même très stigmatisant, vu qu'on s'adresse à une population qui est ciblée en matière de comorbidité. Donc, je me proposais aussi de leur suggérer de venir se faire vacciner dans nos centres, en relation avec le médecin du travail sur sa prescription, de manière à ce que justement on évite cette stigmatisation. Donc, que pensez-vous et que me répondez-vous sur ces deux questions, s'il vous plaît? Je ne détiens pas la position forcément officielle. Bon, sur l'approvisionnement, pour votre bonne information, effectivement, les médecins du travail peuvent dorénavant vacciner et les pharmaciens viennent d'être informés cet après-midi des modalités selon lesquelles ils doivent leur délivrer. Alors, de la même manière, hein, il faut que le médecin du travail se fasse connaître qu'il y ait un appairage entre pharmacie et médecine du travail. Donc, ça veut dire que
Mais on va peut-être quand même se faire confirmer pour que tout le monde soit couvert juridiquement. Je pense à vous notamment. Ça voudrait dire qu'il faut formaliser sans aucun doute le partenariat qu'il y aurait entre vous et ces services de santé au travail, qui vous déléguerait, entre guillemets, la mission d'aller chercher les doses et de vacciner la population éligible. Oui. Et au plan intellectuel, bon, moi, ça me paraît tout à fait une idée à retenir, hein, bien évidemment, mais on va peut-être vous sécuriser ça au plan juridique, hein, parce que il faut que ça implique l'employeur, ça, hein, c'est le médecin du travail tout seul qui a pris Non, c'est le médecin du travail, non, ça n'implique pas l'employeur, non, c'est vraiment le service de santé au travail qui est concerné pour le coup. Travail. Oui, oui. Et techniquement, ça ne pose vraiment pas de problème. Je pense que ça n'en pose pas. Intellectuellement, sur le fond, ça ne peut que favoriser la couverture et la vaccination des gens qui en ont besoin. Donc, tout plaît dans ce sens. Je préfère juste vous laisser un petit temps de réflexion, nous laisser un petit temps de réflexion par rapport à comment vous pouvez sécuriser la situation au plan juridique en cas de problème de responsabilité médicale qui soit mis en jeu. Vous voyez ce que je voulais dire? Je vous en remercie. Moi, j'ai... Pour le secret médical, bah oui, je comprends bien. Effectivement, en venant dans le centre qui n'est pas l'entreprise, votre centre de santé, bah effectivement, ça a l'avantage aussi, entre guillemets, de ne pas stigmatiser les personnes. Donc, c'est une très bonne idée. Mais... À Fournier, on a déjà eu la même demande, mais c'est quelque chose d'assez récurrent, sans faire ma mauvaise langue. Les médecins du travail n'ont pas forcément envie de prendre la responsabilité de la réalisation de la vaccination. C'est ce qui existe déjà dans le cadre de la campagne de vaccination grippe. On est souvent sollicité par les médecins du travail qui disent « moi, je ne suis pas là pour vacciner ». Donc, on a déjà eu aussi, nous, la question de savoir si on pouvait le faire. Alors, pour l'instant, on leur a dit que ce n'était pas notre priorité et ça tombe finalement très bien qu'on en parle maintenant. Après, se pose la deuxième question, c'est celui du chantage, entre guillemets, du médecin généraliste aussi, du patient. Alors après, s'il n'a pas de médecin généraliste, voilà, mais je pense qu'on va être certainement sollicité par les services de médecine au travail, de santé au travail. À leur décharge, vous le savez, il y a un problème d'effectif. Hein, oui, non, mais... Travail. Donc, ça, moi, j'ai... Et c'est vrai que dans certaines entreprises, le volume peut être conséquent, quoi. Donc... Oui, il peut. Et puis je crois qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas envie non plus de prendre cette responsabilité-là parce qu'ils ne sont pas censés réaliser des actes médicaux non plus, les médecins du travail. Voilà. Bon, allez. Bon, on va remonter. C'est une demande qu'on va avoir. On va le remonter comme ça. On va aussi en parler côté ARS, enfin même s'ils sont moins impliqués sur ce côté-là, mais je pense qu'il faut prendre... Docteur Lichtenberger, si vous pouvez les faire patienter un tout petit peu, on va prendre le temps de sécuriser tout ça. Mais si vous êtes déjà deux à remonter le sujet, c'est qu'il va croître, ce sujet, je pense. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres remarques ? Vous vous sentez donc prêt pour lancer l'opération? Moi, j'ai une petite question, mais ça c'est peut-être pas le sujet, mais je voulais savoir si le médecin pouvait faire sa préconsultation et faire son vaccin tout de suite dans la foulée, ou s'il fallait qu'il attende un délai. Non. Que la déclaration soit bien... Non, ça peut être fait dans le même temps. Totalement synchro. D'accord. Moi, je voulais savoir, le numéro provisoire, on l'aura quand? Parce que moi, nous, on ne l'a pas eu.
Ce que vous appelez, c'est pas le numéro provisoire, c'est le numéro d'urgence, en fait, qui permettrait de créer des patients qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale. C'est ça, oui. Alors, il est attendu vraisemblablement pour la mi-mars. C'est les dernières informations que nous ont communiquées le national. Donc là, en fait, on est un peu obligé de vacciner les gens qui ont un numéro de sécu. Voilà. Ah non, mais vous pouvez, bonjour docteur Villeneuve, vous pouvez vacciner tous les gens, simplement ceux pour lesquels vous avez ce problème de numéro. Alors déjà, on peut vous communiquer une adresse mail où on essaye, qu'on gère nous-mêmes, là, et on essaye de trouver les éventuels, parce qu'on peut rechercher dans plusieurs fichiers et bases si toutefois il n'y a vraiment pas un numéro. Mais donc, en attendant, ce qu'on vous conseille, c'est surtout pas de dire aux gens, vous reviendrez plus tard, c'est vous les vacciner, vous gardez trace de tout ce que vous avez comme information sur eux, vous faites toute l'opération de vaccination, il ne faut pas qu'ils soient pénalisés. Et quand on va, alors soit nous, on va trouver le numéro que vous n'avez pas pu, qu'il n'avait pas, que l'assuré n'avait pas sur lui, etc., ou soit on aura cette solution du numéro d'urgence qui va venir bientôt, et là, vous ferez a posteriori votre saisie. Là, dans un second temps. Ok, super. Voilà. A posteriori. Il ne faut absolument pas que ça perturbe la vaccination, hein, bien sûr. Okay. Voilà. Super. Et par contre, dans le même ordre d'idée, docteur Villeneuve, par contre, pour la facturation, vous avez la possibilité d'utiliser, par contre, le NIR provisoire, qui est exactement le même que celui que vous employez, si vous avez déjà utilisé pour vos dépistages. Ok. Ah bah, voilà. Okay, bah, voilà, donc il y aura vraiment deux NIR à ne pas confondre, le NIR provisoire qu'on utilise pour la facturation et le NIR d'urgence que vous utiliserez pour le système d'information vaccin Covid. D'accord, super, ok, génial, merci. Je vous en prie. Bon, bah, si on a répondu, alors on a laissé, je suis désolée, docteur Lichtenberger, je n'ai pas la réponse, je préfère vous faire patienter un peu, mais on va essayer de traiter rapidement cette question, mais si vous n'avez pas, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions en souffrance. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation active et qui nous fait voir d'autres aspects de la problématique. Et c'est assez riche et ça nous permet de mieux appréhender les difficultés qui se posent sur le terrain. De toute façon, cette campagne, elle ne fait que commencer. Nous sommes partis pour un très long marathon parce que il va y avoir les autres tranches d'âge. Enfin bon... Donc, on est appelé peut-être à renouveler, à faire peut-être des points de situation à un moment ou à un autre. Je voulais peut-être juste revenir sur la fameuse liste des professionnels de santé qui pourraient être vaccinés par AstraZeneca, parce que, bien entendu, mon personnel au centre est exposé, naturellement. Donc, si je peux les vacciner avec l'AstraZeneca, ça serait top. Alors, on a justement, c'est une solution de dépannage, entre guillemets. Le terme n'est pas très heureux, mais quand on se trouve avec des rendez-vous tout d'un coup non honorés, donc on va vous mettre le MinSant 30, parce qu'on parle comme ça maintenant. Donc, il y a les professions médicales, pharmacie, les auxiliaires médicaux, aides-soignants, être puéricultrice, auxiliaire puéricultrice, ça peut faire du monde tout ça. Et les secrétaires d'accueil, ça marche? Alors, il y a la terminologie est subtile, mais il faut la lire comme il se doit. Après, en annexe, il y a une liste. Et dans cette liste, on nous mentionne... Excusez-moi, je retrouve les secrétaires médicales en cabinet de ville et assistants médicaux. Donc, par extension, bien évidemment, vous savez qu'on oublie toujours les centres de santé dans les directives. Donc, déjà, l'assistante médicale qui était parmi nous va pouvoir être vaccinée s'il reste une dose. Et donc, bien sûr, il y a donc les secrétaires. Les secrétaires d'accueil, qu'elles soient médicales ou non médicales, elles sont par définition exposées, donc je peux les vacciner, on est bien d'accord. Voilà, alors bon, on dit secrétaire médical, je ne vais pas aller... bon. Voilà. Ok, entendu. Donc, on reste sur cette notion de secrétaire médical. Et hier, on a eu la question, par contre,
qu'on a dû remonter à la CNAM, qui est un peu plus spécifique, c'est celle des assistantes sociales. Là, on attend la réponse de la CNAM. Swan Jumel du Centre Médical Europe. J'ai trouvé sur la liste du ministère de la Santé que donc il y avait l'ensemble des professionnels de santé avec la liste détaillée, donc le personnel soignant. Mais il y a marqué aussi les autres professionnels des établissements de santé, et donc ils mettent entre parenthèses les personnels employés par l'établissement et les personnels d'entreprise prestataires exerçant en continu au sein de l'établissement. Ce qui sous-entendrait que le personnel de ménage... vous le savez, l'ambiguïté, c'est toujours qu'au ministère, quand il parle d'établissement, il ne pense pas au centre de santé, hein, il pense aux hôpitaux. Donc, D'accord. On va pas ergoter, bien évidemment. Donc, on vous envoie tout ça. Donc, on avait juste un état d'âme sur assistance sociale, mais je pense que ça va être, on va nous répondre rapidement. On avait eu la question aussi sur les étudiants, parce que certains avaient une patientèle, et donc les étudiants et élèves en santé sont éligibles, entre guillemets. Ils font partie de cette catégorie dès lors qu'ils sont au contact des patients, c'est-à-dire quand ils commencent leur stage, en fait. Dès lors qu'ils sont amenés à être en stage, ils sont également éligibles. Voilà. Ça veut dire que moi qui accueille, par exemple, des élèves secrétaires médicaux, je peux les vacciner aussi? Oui. Extension, oui. Si tu es en contact avec les patients et qu'elles sont secrétaires médicales. Ok, élève secrétaire médical, mais ok. Voilà. Élève en santé, élève secrétaire. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup des questions qui nous permettent de réfléchir à d'autres sujets et de votre participation active et dynamique. Et on vous souhaite un bon week-end et puis une bonne Merci campagne. Tout plein. Ouais. Vous nous tiendrez au courant de temps en temps. On essaiera de faire un point avec tout le monde pour savoir. En tout cas, on est là pour répondre à vos questions. Donc, vous avez nos coordonnées, moi-même et Sébastien Roux. Donc, si c'est de la facturation, par contre, vous traitez avec Marie-Laurence Dos Santos et Alexandre Berbalès, mais quoi qu'il arrive, il y aura quelqu'un à la caisse pour vous répondre. Tout à fait. C'est notre job. D'accord, Le très bien, merci. diaporama que vous avez transmis, vous allez nous le transmettre ou pas? Oui, ça vient de partir et Monsieur Lorté, je vous ai également envoyé l'ensemble des éléments pour la ICPS. Donc, génial, vous revenez merci vers moi monsieur si vous avez la moindre question. Tout est parti là. Parfait, merci Tout plein. Voilà, on va revenir vers nous. Bon week-end, au revoir. Merci beaucoup Madame Gauthier, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.